Le défi des talibans à l'Amérique, à Kaboul, des milliers de manifestants ont mis le feu aux abords de l'ex-ambassade des États-Unis, vide depuis plusieurs années. Israël, cette fois, ça y est, Shimon Peres et Yasser Arafat se sont bien rencontrés ce matin. Consolidation du cessez-le-feu et reprise de la coopération en matière de sécurité. Toulouse, le recueillement, Jacques Chirac et Lionel Jospin ont assisté à une cérémonie œcuménique à la mémoire des victimes en présence de 1500 personnes au moins. Enquête ce soir sur le contrôle des sites à risque en France. Enseignant, un métier risqué, les profs sont beaucoup plus sujets à l'anxiété et à l'insomnie que la moyenne des Français. On découvrira le détail de cette étude de la Mutuelle de l'Éducation nationale. Les OGM sont un outil incontournable, il faut les mettre en œuvre progressivement. C'est la conclusion d'une étude demandée par le gouvernement. 3 questions ce soir à José Bové, porte-parole de la Confédération paysanne. Il nous rejoindra tout à l'heure, José Bové. Bonsoir à tous, merci de votre attention. La nuit dernière, George Bush lançait un appel à la population afghane contre Oussama Ben Laden et contre les talibans. La réponse a pris la forme d'une manifestation. Elles sont fréquentes ces derniers jours en Afghanistan. Celle-ci était de loin la plus imposante et la plus hostile. Gilles Rabin. L'image se veut lourde de symboles. Image d'un peuple aux mains nues qui attaque l'antre du diable américain, l'ambassade des États-Unis à Kaboul. Officiellement, c'est une foule en colère qui investit spontanément le périmètre de l'ambassade américaine. D'après les agences de presse indépendantes sur place, il s'agissait plutôt de fonctionnaires talibans, d'étudiants et d'enfants des rues. Le chef de la police de Kaboul affirme avoir tout tenté pour protéger l'ambassade, mais, dit-il, ces hommes ont été débordés par, je cite, des milliers de manifestants. Les talibans ont tenté d'arracher l'écusson américain qui se trouve devant l'ancien bureau de l'ambassadeur. L'incendie est spectaculaire, mais il n'a touché que des bâtiments adjacents à la chancellerie. Ces véhicules ont été abandonnés là en 1996, car depuis 5 ans l'ambassade est vide. Le dernier ambassadeur américain en titre a quitté l'Afghanistan en 1989, et depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en 1996, les locaux sont déserts. La journée avait commencé par une manifestation anti-américaine, manifestation autorisée et organisée avec affiches et slogans en anglais. Cette démonstration intervient après l'invitation lancée par l'ancien roi Zahir Shah à mettre en place un nouveau régime en Afghanistan. Elle intervient au lendemain de l'appel au soulèvement contre les talibans lancé par le président Bush, dont l'effigie a été brûlée sur la place publique. Alors, manifestation à Kaboul et combat toujours dans le nord du pays. Les communiqués de victoire se succèdent des deux côtés, talibans et opposants. Nos envoyés spéciaux en Afghanistan sont sur la ligne de front avec les troupes qui étaient celles du commandant Massoud. Quel est l'état d'esprit de ces soldats? Attendent-ils le renfort occidental? Sur place à Tchaïkal, à 30 km au nord de Kaboul, donc Dominique Derda, Franck Brisset. Dans la plaine de Chamali, à 30 km de Kaboul, les premières lignes de l'Alliance du Nord, la coalition anti-taliban. Le dernier accrochage, c'était il y a 2 jours. Un mort dans le camp adverse, aucun de ce côté-ci. L'assaut a vite été repoussé, il n'entrera pas dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, tout est calme. Ces moudjahidines sont des paysans des environs, une sorte de milice populaire. Ils défendent leurs terres, perdues puis reprises aux talibans depuis qu'en 1996, le commandant Massoud et les siens ont quitté la capitale pour chercher refuge dans les montagnes de l'Hindoukouche. Nous sommes le premier rempart contre le terrorisme. Vous savez, ça fait plus de 20 ans qu'on se bat. Et aujourd'hui, on n'aspire plus qu'à une chose, vivre enfin en paix. À l'entrée de la vallée du Panchir, Jabal Sarash est un gros bourg poussiéreux. Un bazar, où les réfugiés de Kaboul et des villages environnants tombés aux mains des talibans se mêlent aux hommes en armes prêts à la première alerte à partir renforcer les postes de défense. Les plus âgés ne sont pas les moins déterminés. Pourtant, si chacun sans doute rêve de venger la mort d'Ahmad Shah Massoud, rien n'indique que les forces du Front uni s'apprêtent à passer à l'offensive, bien au contraire. Dans les gorges de Salang, lorsqu'enfin le thermomètre redescend sous les 25 degrés, pour les moudjahidines du commandant Goulara, c'est l'heure de la partie quotidienne de volley-ball. Eux sont des soldats de métier, formés à la guérilla, entraînés depuis l'enfance à courir la montagne. Habitués aussi à l'indifférence du monde. Lorsqu'au printemps, le commandant Massoud s'est rendu en France, il s'est adressé à l'Europe et aux États-Unis. Il leur a dit que les talibans n'étaient pas uniquement une menace pour nous, mais pour l'ensemble du monde. À l'époque, personne ne l'a écouté. Ce soir, alors que l'Amérique se prépare à la guerre, ils se disent qu'enfin, ils ne sont plus seuls.
Alors justement, côté américain, qu'en est-il? Il n'y aura pas de jour J pour l'opération Liberté immuable, a prévenu le ministre de la Défense Donald Rumsfeld. Cela ne sera pas terminé en 5 minutes ou en 5 mois. En attendant, le Pentagone a laissé filmer les commandos Delta à l'entraînement ici sur cette base américaine en Caroline du Nord. 2 images maintenant en ce qui concerne la coalition. La réunion des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles. Le représentant américain les a remerciés de leur solidarité. Mais nous n'avons pas besoin de vous, leur a-t-il répété. On sait qu'au moins dans cette première phase, les États-Unis ne comptent que sur l'aide militaire britannique. Et puis image du président iranien Mohamed Khatami qui recevait des diplomates européens. Même s'il reconnaît aux États-Unis le droit de riposter, il dénonce, je cite, l'arrogance de George Bush qui veut distinguer les bons et les méchants. Selon lui, une opération militaire contre l'Afghanistan conduirait à une catastrophe humaine, dit-il aussi. Rappelons que l'Iran a une frontière de 900 km de long avec l'Afghanistan. Comme l'Iran, le Soudan, toujours considéré comme un pays terroriste par les États-Unis, offre aujourd'hui son soutien, au moins verbal. C'est là-bas qu'Oussama Ben Laden a longtemps trouvé refuge. Khartoum veut aujourd'hui tourner la page, mais il y a des voix discordantes. Nos envoyés spéciaux Éric Monnier et Philippe Montoisy ont rencontré le fils d'Hassan al-Tourabi, chef de file des mouvements islamistes dans le monde, actuellement en prison. Voilà l'homme qui rêvait de fédérer tous les mouvements islamistes à travers le monde. Hassan al-Tourabi co-dirigeait alors un Soudan qui abritait nombre de groupes terroristes, qui abritait aussi Oussama Ben Laden. Le docteur al-Tourabi est aujourd'hui au secret, en résidence surveillée à Khartoum. C'est son fils aîné Sadiq qui parle en son nom. Bien sûr que ces attentats, ces attaques sont choquantes pour des êtres humains, tout comme celle d'Oklahoma. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est la réponse de la soi-disant nation civilisée américaine, qui, contrairement à la réponse des Afghans, par exemple, est étrange. Aux États-Unis, on a vu des militaires, des médias, un président qui est le chef de l'exécutif, lancer des accusations et des menaces, rassembler ses troupes. On n'a pas vu de session du Congrès, à l'exception de celle où on a applaudi Bush qui parlait d'attaquer. De l'autre côté, en Afghanistan, on a vu une assemblée d'intellectuels se réunir dans ce pays supposé arriéré. À propos de Ben Laden et de l'hospitalité qui lui a été offerte ici, Sadiq al-Tourabi n'a pas de regrets. Personne au Soudan n'a vu Ben Laden comme un terroriste. Ce qu'on a vu au Soudan, ce sont ses réussites dans le domaine social. Aujourd'hui, je pense qu'il doit dignement pouvoir se défendre. Et pas seulement Ben Laden, mais tout l'activisme islamiste qui est attaqué. Est-ce que vous le considérez comme un terroriste ? Je n'ai pas de preuves qui me prouvent à moi qu'il est un terroriste. Alors moi, je ne peux pas dire qu'il est un terroriste. Sadiq al-Tourabi ne voit dans la crise actuelle qu'une manifestation de la croisade anti-musulmane de l'Occident. Il dénonce aussi le revirement des autorités soudanaises qui collaborent désormais avec les États-Unis. Pendant ce temps, à New York, les pompiers poursuivent leurs recherches dans les ruines du World Trade Center qui continuent à s'écrouler. À noter que 4 Français figurent maintenant sur les listes des disparus. Depuis ce matin, la mairie a décidé de délivrer des certificats de décès, même si la plupart des corps n'ont pas été retrouvés. Ils ne le seront sans doute jamais. L'enquête policière maintenant, nouveau coup de filet en Europe, cette fois en Espagne, contre une cellule liée à Ben Laden, cellule composée de 6 ressortissants algériens, membres d'un groupe dissident du GIA. Depuis le 11 septembre, rappelons que des interpellations ont été menées dans plusieurs pays d'Europe, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, aujourd'hui encore, en Espagne donc, et bien sûr en France. En France, où 7 personnes ont été mises en examen et écrouées hier. Cela dit, ce coup de filet laisse une impression de malaise. Une fuite a empêché les enquêteurs de saisir des documents et du matériel. Depuis plusieurs mois, les observations ou les rapports se multiplient sur la guerre des polices. Explication Pascal Doucet-Bon. À première vue, le coup de filet de la DST vendredi dernier était un succès total. Un attentat déjoué, 7 terroristes présumés mis en examen, et pourtant, les hommes du contre-espionnage français ne décollèrent pas. Ils disent avoir dû précipiter leur opération à cause de fuites dans la presse. À Besançon, par exemple, l'un des suspects a réussi à détruire des documents avant d'être arrêté. À Corbeil, un autre a même pu prendre la fuite. Qui s'est laissé aller à de telles confidences aux journalistes?
Officiellement, personne n'est soupçonné, mais beaucoup citent le nom du numéro 2 de la PJ, Roger Marion. Il a longtemps été l'homme fort de l'antiterrorisme. Il aurait peu apprécié, dit-on, d'être tenu à l'écart du dossier islamiste. A-t-il ensuite cherché le coup d'éclat médiatique en Corse? Aujourd'hui, 8 nationalistes ont été libérés à Bastia. La police judiciaire les avait interpellés ce week-end dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Michel Rossi. C'était beaucoup trop tôt, disent certains policiers. Les enquêteurs n'avaient pas encore assez d'éléments. Là aussi, Roger Marion est montré du doigt. Au sein de la police, il y a depuis longtemps les pros et les anti-Marion. Les questions personnelles ont pris trop d'importance ces derniers temps, d'autant que plusieurs services distincts se partagent l'antiterrorisme. Il y a beaucoup de structures rattachées au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur, même auprès du Premier ministre, qui essayent d'évaluer cette menace terroriste. Le problème, c'est qu'ils le font chacun dans leur coin et il n'y a pas beaucoup de résultats concrets. Rarement les critiques contre Roger Marion ont été aussi nombreuses. Mais l'homme a traversé d'autres tempêtes. Depuis Charles Pasqua, qu'il avait nommé, les ministres de l'Intérieur successifs n'ont jamais lâché l'ancien patron de l'antiterrorisme. Direction Toulouse maintenant, Toulouse qui honore ses victimes 5 jours après l'explosion de l'usine. La cathédrale Saint-Étienne était beaucoup trop petite ce soir pour accueillir la foule venue se recueillir lors d'une cérémonie œcuménique, aux côtés notamment du président de la République et du Premier ministre, Mathias Hilliot. « 29 bougies en hommage aux 29 victimes du drame de Toulouse. Ce soir, la cathédrale Saint-Étienne n'était pas assez vaste pour accueillir toutes celles et tous ceux qui voulaient témoigner leur peine et leur solidarité. À l'extérieur, des milliers de Toulousains ont suivi la cérémonie grâce à des haut-parleurs. À l'intérieur, 1500 personnes, dont le président de la République et le Premier ministre, accompagnés de plusieurs membres du gouvernement. Côte à côte, l'ancien et le nouveau maire de Toulouse, Dominique Baudis et Philippe Douste-Blazy. Dans son homélie, Monseigneur Marcus a rendu hommage aux familles des victimes, présentes au premier rang. Une femme qui a perdu son mari dans la catastrophe m'a confié sa détresse. Elle est probablement là dans l'assistance, en faisant écho ici à ce qu'elle m'a dit. Je risque de raviver sa souffrance. Je lui en demande pardon. Mais il faut que le monde sache. Ce matin, nous nous sommes quittés comme si de rien n'était, et je ne l'ai pas vu revenir. Et après un long silence, elle a ajouté: nous nous aimions. Une messe œcuménique pendant laquelle un hommage a également été rendu aux sauveteurs. Ce soir, en la cathédrale de Toulouse, c'était le temps du recueillement. Demain reprendra celui des questions. Voilà, cérémonie qui s'est donc achevée il y a quelques minutes. Dernier bilan, je vous le rappelle, 29 morts et toujours un peu plus de 400 personnes hospitalisées. Alors avec le temps qui passe, les langues se délient. De nouveaux témoignages font état de négligence dans l'entretien de l'entrepôt qui a explosé. Hier, vous avez entendu celui d'un prestataire de service d'AZF. Écoutez ce soir ce salarié de l'usine, il a 20 ans d'ancienneté, il travaille précisément dans les services d'entretien. Il a été blessé lors de l'explosion. Témoignage recueilli par Zindine Boudaoud et François-Xavier Guton. Le vent d'automne, il nous amène beaucoup d'humidité. Donc ça accroche au nitrate, ça accroche aux poussières. Et puis petit à petit, par terre, ça ruisselle pas, mais ça, on les voit à des endroits, des petites flaques de nitrate liquide. Mais au point de vue 14 d'explosion, ou 14 d'humidité, non, dans cet hangar, c'est vrai que on ne peut pas dire qu'il était à l'abandon, mais il n'y avait aucun entretien. Et on peut remercier que l'explosion, ça s'est produit là où il y a le moins de danger de l'usine. Là où il y avait le moins de danger. Que si c'est de l'autre côté, Toulouse, il ne le raconte pas. Parce que la réaction chimique, personne ne pourrait dire quelle serait la réaction chimique. Oui, interrogation donc de plus en plus forte sur la sécurité de ces sites. Et la même question revient sans cesse. Faut-il déménager les usines
ou les villes qui les entourent. La seule vraie solution, estiment les spécialistes, c'est de renforcer la sécurité, donc les contrôles. Qu'en est-il vraiment aujourd'hui? Laurence Decher, Philippe Quéroux. Depuis au moins 4 ans, l'entrepôt de l'usine AZF n'avait pas été contrôlé. La dernière inspection de la Direction régionale de l'industrie et de l'environnement remonte pourtant à mai 2001. Une inspection uniquement consacrée au système de sécurité, rien sur le nitrate d'ammonium stocké sur place. Pour l'ADRIR, ce produit n'était pas censé présenter un grand risque. Dans les dernières années, nous étions vraiment préoccupés sur les risques majeurs et au vu des études de danger que l'exploitant nous avait fournies, le risque d'explosion du nitrate d'ammonium était encore inexpliqué. Donc nous nous sommes vraiment concentrés sur les gaz toxiques. Ils sont près de 600 inspecteurs pour toute la France à visiter les usines aux activités industrielles dangereuses. Dans la région Midi-Pyrénées par exemple, seuls 16 gendarmes des installations à risque officient pour 1987 établissements à contrôler. Pas assez nombreux et trop de tâches administratives avant de se rendre sur le terrain. Nous essayons de dégager un peu de temps pour faire des visites de contrôle, vérifier que les vannes de sécurité sont bien là, fonctionnent bien, vérifier qu'il y a les cuvettes de rétention, les confinements, etc. Et ça, c'est très important, on ne le fait pas assez. Le ministère de l'Environnement souhaitait créer de nouveaux postes d'inspecteurs des installations classées. Cette catastrophe accélérera peut-être le processus. Sur place, la scolarisation des élèves dont les établissements ont été détruits s'effectue peu à peu. Image d'une commission d'experts venue déterminer quelles écoles, quels collèges, quels lycées pourront être remis en état. Dans plusieurs cas, il faudra entièrement reconstruire. On fait le point aussi sur les personnes sans logement. 1500 familles, soit 4 à 5 000 personnes sont en attente d'un nouveau toit. Là aussi, beaucoup des logements endommagés ne pourront être réparés. Pour tout cela, et pour beaucoup d'autres, il y a eu à Toulouse une sorte d'effet New York qui se poursuit aujourd'hui. La solidarité a joué à plein. Reportage Isabelle de Lyon, David Bress. Aujourd'hui, on a pu manger chaud dans la cité bordelongue. Les familles se sont cotisées pour cuisiner un couscous géant au pied d'immeubles dévastés. Tout, il n'y a rien, les volets, les meubles, le gaz il était fermé, je ne sais pas s'il est ouvert maintenant. Il n'y a rien. Depuis vendredi, tout le monde mange froid. Alors, c'est pas pareil, un couscous chaud, c'était servi pour tout le monde. Une association de quartier collecte vivres et vêtements, sitôt arrivés, sitôt distribués. On est débordé parce qu'il y a trop de familles et trop de demandes et on ne peut pas donner à tout le monde, c'est pas possible. Secteur Bellefontaine aussi, des bénévoles distribuent des colis de nourriture en essayant de faire venir à eux les sinistrés. Pas plus tard qu'hier, on a encore découvert des personnes terrées dans leur appartement qui ne voulaient pas bouger, qui ne voulaient pas sortir, qui avaient peur. On essaie de rassurer les gens. Ici, on ne compte plus les manifestations de solidarité. Le Mirail en avait besoin. La mairie a ouvert des cellules de soutien pour regrouper toutes les démarches administratives. On s'y presse dans le calme. Je demandais pour les problèmes de sinistre, elle m'a dirigé directement ici. On prend un ticket et puis bon, on attend son tour. Depuis l'explosion, depuis vendredi, je fais que venir ici tous les jours. Mais bon, il n'y a pas comment, on est tous en attente. Dans le quartier, plusieurs centaines de personnes attendent encore un relogement. Voilà, la cérémonie donc à Toulouse s'est achevée il y a quelques minutes. On y reviendra avec de nouveaux témoignages à la fin de ce journal. Un procès sous tension à Versailles, celui d'un policier auteur d'un coup de feu mortel sur un jeune homme qui participait à ce qu'on appelle un rodéo à bord d'une voiture volée. Rodéo qui avait coûté la vie un quart d'heure plus tôt à une policière. C'était il y a 10 ans, sur place à Versailles. Dominique Verdaillan, Patrick Bugère. C'est pas de notre faute qu'il a fallu 10 ans pour que ça passe en procès. C'est pas de la faute de la famille. 10 ans ont passé et Youssef Caïf n'a pas été oublié à Mantes-la-Jolie. Un périmètre de sécurité imposant crée un fossé entre la cour d'assises et le comité de soutien. Sous détente, des vidéos rappellent les faits et soulignent que la justice a plutôt traîné des pieds pour juger le policier Pascal Iblot. Juin 91, Mantes-la-Jolie, une femme policier est tuée, percutée par une voiture lors d'un rodéo. Une demi-heure plus tard, 3 véhicules repassent sur les lieux du drame. Le policier tire, Youssef Caïf est tué, une balle dans la nuque. Pour la sœur de la victime, la justice doit être la même pour tous, jeunes de banlieue ou policiers. C'est pas Youssef qui est jugé, c'est M. Iblot qui est jugé. Donc c'est M. Iblot qui a tué, donc c'est lui qu'on doit juger et il doit payer. Ça va de soi.
Youssef n'était pas un délinquant, disent ses proches, plutôt un modérateur, un médiateur. Les collègues de l'accusé dépeignent un policier calme, professionnel, faisant preuve de sang-froid. Depuis 10 ans, Pascal Iblot dit avoir agi par nécessité. Pascal Iblot, vous l'avez vu, il a exprimé sa compassion vis-à-vis de la victime. Il est conscient, bien évidemment, d'avoir causé la mort d'un homme, mais il estime, en son fort intérieur d'homme et de policier, qu'il n'avait pas d'autre choix ce soir-là. Au-delà des passions, au-delà des douleurs, ce procès souligne surtout une nouvelle fois une carence, la formation des policiers. On ne nous apprend pas à maîtriser le stress, dit l'un d'eux. Nous ne sommes pas des spécialistes du tir, enchaîne un autre, ajoutant même Pascal Iblot était un tireur moyen. Le stress des profs maintenant, c'est une enquête de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale qui le montre. Les enseignants sont particulièrement soumis à l'anxiété et aux maladies psychosomatiques. Un exemple, plus d'une enseignante sur 5 souffre d'insomnie, c'est 4 fois plus que la moyenne nationale. En revanche, contrairement à une idée reçue, les dépressions ne sont pas plus nombreuses. Reportage avec psychiatre et enseignant Sébastien Leguet, Jean-Louis Boussert. Je pense qu'on fait notre métier. Que vous jugez qu'il soit bien ou mal fait, ça c'est bon, c'est un autre débat, mais surtout ne pas nous insulter. C'était l'année dernière, une grève des enseignants dans un lycée de la région parisienne pour protester contre la violence au quotidien. Aujourd'hui, le calme est revenu, mais comme dans toutes les écoles de France, l'anxiété des profs ne disparaît jamais. En fait, 10% d'entre eux sont concernés par la dépression, c'est moins que la moyenne des Français, 15%. Peut-être parce que les profs vont plus facilement voir un psy. Leur vrai problème, c'est un état de stress permanent. On voit des difficultés à dormir, on voit des problèmes de dermatologie, on voit des choses de ce genre, mais des migraines, des choses de ce genre. Mais ça n'est pas une maladie en tant que telle. Contrairement aux idées reçues, les enseignants de maternelle sont les plus stressés, parce qu'avec les tout-petits, pas une seconde d'inattention n'est permise. Cet institut psychiatrique de la région parisienne accueille des enseignants de toute la France. Ce que le médecin entend souvent dans les consultations, c'est l'angoisse du moment de faiblesse devant les élèves. Le professeur, l'enseignant, l'instituteur est seul en scène devant une classe. Il est en représentation, il doit transmettre un savoir. Si pour une raison ou pour une autre, qui n'a rien à voir avec son métier, le plus souvent, il est dans une situation psychique un peu instable, les conséquences vont en être très lourdes, ou peuvent potentiellement en être très lourdes. Quand après leur passage à l'institut psychiatrique, les profs veulent reprendre du service, cet enseignant les accueille dans sa classe de CM2 pour une période de réadaptation. Le stage est réussi quand la souffrance a disparu. Si on souffre de trop, on arrête. Il faut arrêter, je crois, parce que personne n'est satisfait. Les enfants, les élèves ne se retrouvent pas, les parents d'élèves non plus et le collègue non plus, quoi. Je crois qu'il faut dire aux collègues qui souffrent de trop, mais faites autre chose. Et à propos de profs, sachez que le gouvernement a décidé d'une rallonge pour les fonctionnaires. Les salaires augmenteront de 1% au 1er mars 2002 et non pas 0,5% comme annoncé précédemment. 5 400 000 personnes sont concernées. Coût pour l'État, un peu plus d'1 milliard d'euros, 7 milliards de francs. Politique, Noël Mamère n'est pas candidat au remplacement d'Alain Lipietz pour représenter les Verts à la présidentielle. Il l'a affirmé aujourd'hui, mais les choses s'accélèrent et c'est Dominique Voynet qui semble maintenant la mieux placée. Philippe Boisserie. Ce matin, Alain Lipietz tentait de faire bonne figure. À ceux qui contestent sa candidature, pas plus de 4 ou 5 personnes selon lui, il avait une réponse toute prête. Je crois qu'il ferait mieux de se mobiliser en faveur des victimes des talibans, des victimes des attentats. Pour les faire taire, je demanderai un nouveau vote des militants. À vue de nez pourtant, la contestation semble gagner du terrain, même et surtout chez ses principaux soutiens. Hier à Saumur, lors des journées parlementaires des Verts, la principale question portait d'ailleurs plus sur le nom de son remplaçant. Dominique Voynet disait qu'elle ne fuirait pas ses responsabilités. Noël Mamère, qu'il était prêt à se remettre en course. Moi, je ne parierai plus maintenant. Cet après-midi pourtant, il renonçait. La seule à pouvoir nous permettre de sauver les meubles, c'est Dominique Voynet. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé en conscience, c'est une décision personnelle, que je ne serai candidat en aucun cas. Pour les proches de Dominique Voynet, il n'y a plus qu'une hypothèse. Il reste Dominique Voynet, c'est à elle de se décider maintenant, je pense qu'elle va prendre quelques jours, en ayant discuté avec Alain Lipietz, de dire « je me présente ». Dominique Voynet veut y mettre les formes, elle recevra donc Alain Lipietz vendredi et réunira un collège exécutif lundi. Alors, elle pourrait regarder vers un nouvel horizon. L'actualité à l'étranger, les pressions américaines ont eu raison des réticences au Proche-Orient. Shimon Peres et Yasser Arafat se sont finalement rencontrés ce matin. Encourageant, mais tout reste à faire, dit-on des deux côtés. Charles Anderlin, Talal Abourarmé.
Cette rencontre, on en parlait depuis près de 2 mois. Ariel Sharon n'en voulait pas. Mais les attaques terroristes de New York et de Washington ont tout changé. Et l'administration Bush a fait pression sur Sharon et Arafat pour calmer le jeu au Proche-Orient, cela en coordination avec la diplomatie européenne. Et ce matin, agents de sécurité israéliens et palestiniens se sont retrouvés pour assurer la protection de la rencontre. Cela s'est passé sur l'aéroport de Dahanieh, dans le sud de la bande de Gaza. Non loin de là, une colonne de fumée venait rappeler que les combats continuaient. La réunion a été fructueuse. Le principal négociateur palestinien, Saeb Erekat, a lu le communiqué conjoint. La coopération sécuritaire doit reprendre pleinement dès vendredi. Israël s'engage à lever progressivement le bouclage des villes palestiniennes. Messieurs Arafat et Peres doivent se rencontrer à nouveau d'ici une semaine. Un processus de désescalade devrait donc commencer après le jeûne du Kippour en Israël. En bref, toujours à l'étranger, la fin de l'opération Moisson essentielle en Macédoine. 3875 armes, très exactement, ont été recueillies auprès des rebelles de l'UÇK. C'est plus que prévu, c'est moins que ce que réclamaient les autorités macédoniennes. L'OTAN va finalement rester en Macédoine pour protéger les observateurs internationaux. La suite du voyage du pape en Arménie avec l'hommage de Jean-Paul II aux Arméniens massacrés par les Turcs en 1915. Cérémonie qui a donné lieu à une controverse puisque le pape n'a pas voulu prononcer le mot de génocide. Cérémonie marquée aussi par l'émotion de Charles Aznavour qui a chanté Ave Maria devant Jean-Paul II. On écoute le chanteur et puis on écoutera son commentaire aussi dans quelques instants. Le pape s'est dérangé pour venir jusque-là et qu'il est venu surtout en ces lieux, ça représente un espoir extraordinaire, parce qu'il y a eu déjà quelques reconnaissances du génocide à travers le monde. Je pense que les paroles du pape risquent de nous apporter encore d'autres reconnaissances, et le principal, c'est que l'on ait une reconnaissance un jour avec le peuple turc à côté. Économie avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne d'abord, le prix de l'essence devrait baisser sensiblement dans les jours qui viennent. Les menaces de récession mondiale ont en effet fait plonger le cours du brut. Le prix du baril est passé de 29 $ à 22,4 $ en 2 semaines et continue de baisser en ce moment même. Les pays de l'OPEP n'ont pas pu arriver à un accord tout à l'heure à Vienne. Du puits de pétrole à la pompe, quel est le mécanisme? Florence Griffon, Michel Levasseur. Le litre de super sans plomb à 1,11 €, c'était la semaine dernière. Ce soir, changement de décor, à la même pompe, le sans-plomb ne coûte plus que 1,07 €. Et la baisse ne fait que commencer. Chaque petite économie sur un plein, c'est bien. Moins de 50 centimes, ça se voit pas. Bon, ça remonte tout le temps, ça descend tout le temps de toute façon. En fait, l'équation américaine est simple. Moins d'activité, c'est moins de consommation de pétrole, donc des prix tirés vers le bas. Les compagnies aériennes ont d'ores et déjà réduit leur consommation de kérosène de près de 20%. Et l'hiver s'annonce doux outre-Atlantique, la demande en fuel devrait donc aussi chuter. Donc c'est un choc sur la demande, situation difficile pour l'OPEP puisque pendant la guerre du Golfe, elle avait augmenté ses pompages pour faire face à une pénurie de pétrole. Aujourd'hui, elle va devoir sans doute réduire son offre pour rééquilibrer le marché. Mais l'offre de pétrole a toutes les chances de rester abondante. Les pays producteurs ne souhaitent pas fermer le robinet. Résultat, les cours ont plongé à leur plus bas niveau depuis 2 ans. Les distributeurs, eux, ne sont pas pressés de répercuter intégralement la baisse. On verra dans les jours qui viennent. La mauvaise nouvelle maintenant, suite aux problèmes de sécurité qui découlent des attentats et aussi à la catastrophe de Toulouse, les assureurs vont sans doute revoir leurs tarifs à la hausse, y compris pour les particuliers. Est-ce vraiment justifié? Enquête Elisabeth Esley, Céline Crespi. À Toulouse, la facture atteindra sans doute 914 millions d'euros, soit 6 milliards de francs. Depuis les inondations et les tempêtes de 99, les assureurs sont confrontés à des sinistres exceptionnels, mais jusqu'à présent, ils s'en sortaient bien. En 99, un bénéfice net de plus 56% pour l'assurance française, qui était encore de plus 46% en 2000. Et au premier semestre de cette année, la rentabilité est toujours là. Mais ça ne va pas empêcher l'augmentation des primes. Tous ces risques sont soumis à la réassurance, c'est-à-dire à la mutualisation au plan mondial des risques. Évidemment, les prix de la réassurance vont considérablement augmenter. Il se peut donc qu'il y ait un impact aussi sur les contrats habitation et sur les contrats automobiles, mais fortement modéré par la concurrence en France. Une hausse de combien? Les assureurs ne veulent pas le dire aujourd'hui. Chaque compagnie décidera, en temps voulu, pour une augmentation sans doute le 1er janvier. Lassitude chez les consommateurs.
Quand on se prétend assureur, on sait exercer son métier, on sait évaluer les risques, on sait déterminer les responsabilités. Avant, à chaque fois, ils sont beaucoup plus prompts à frapper à la porte de l'État pour demander des aides. Et à ce moment-là, ce sont les contribuables qui payent. Ou alors se retourner vers les assurés en disant, ben voilà, il faut augmenter les primes. Les primes, on ne les augmente pas avant, on les augmente qu'après, au vu de chiffres réels. C'est pour les entreprises que la hausse sera la plus importante. Comme les sociétés de réassurance interviennent à l'échelon mondial, le coût des attentats de New York aura forcément des répercussions sur les primes des chefs d'entreprise français. Les OGM maintenant, avec ce rapport réalisé par un directeur de recherche en agronomie et qui pourrait inspirer les autorités françaises. Ses conclusions sont claires, les organismes génétiquement modifiés sont un outil incontournable. Il faut une cohabitation paisible, dit le rapport, entre culture OGM et non OGM. Fin de citation. Alors avant de retrouver José Bové, le détail de ce travail avec Sophie Mézel. Ni interdiction, ni banalisation. Ce rapport souligne simplement en préambule que les OGM sont devenus aujourd'hui et pour les années à venir incontournables. Il faudra faire avec. Il met cependant en garde. Les citoyens doivent être consultés. Les OGM les plus massivement développés, ceux qui résistent aux herbicides et aux pesticides ne présentant aucun avantage pour le consommateur, il faudra pour l'intéresser orienter différemment la recherche. Le rapport recommande ensuite que le dispositif de vigilance, c'est-à-dire le contrôle de la filière, soit renforcé. Ce qui implique également que le passage de l'expérimentation en laboratoire à la culture en champ soit plus progressif, pas de précipitation. Il faut enfin garantir parallèlement à une filière OGM, une filière non OGM qui soit fiable, d'où l'importance de renforcer les moyens de la recherche publique. Bonsoir José Bové, je rappelle que vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne. Avant d'entendre votre réaction, on va voir où en sont les consommateurs. Faisons-nous attention à l'étiquetage dans les supermarchés? Quelles sont nos dispositions d'esprit? Reportage Marie-Pierre Samitier, Jean-François Chevet. Loin, très loin de ce fameux rapport de l'administration sur les OGM, dans les rayons des supermarchés, les consommateurs restent sur leur position. À chaque fois la même question et quasi la même réponse. Est-ce que vous êtes prêt à acheter s'il y a écrit OGM? Ah non, non, certainement pas, non. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance, c'est tout. Je préfère manger naturel, le plus possible. Voilà, au niveau de la santé, on ne sait pas où on va, alors... Vous n'avez pas confiance, hein? Les non. OGM semblent suspects. Oui, non, on n'a pas assez de recul, alors je préfère pas. Voilà. D'ailleurs, les industriels veulent être rassurants et multiplient les mentions sans OGM sur les produits. Quant aux associations de consommateurs, elles dénoncent un rapport, selon elles, trop favorable aux OGM. Nous considérons qu'il faut prendre le temps des expérimentations et alors là seulement quand on aura vraiment pu démontrer que les OGM n'ont aucun danger pour la santé des individus, eh bien à ce moment-là il sera temps de décider de faire des cultures d'OGM. C'est inutile de précipiter les choses. Et Marie-Claude Madère soupçonne le lobby industriel pro-OGM d'avoir influencé la rédaction de ce rapport. Voilà, méfiance toujours des consommateurs et des associations. José Bové, vous-même, vous n'êtes pas tout de même un peu ébranlé par les conclusions de ce rapport ? Écoutez, je pense que ce rapport est tout à fait logique. Je n'attendais rien d'autre du rapporteur, M. Chevassus. En fait, aujourd'hui, c'est un alignement pur et simple de M. Chevassus sur le lobby agro-industriel qui essaye d'imposer des OGM. Non, mais attendez, c'est un scientifique et il n'a rien à voir avec ce lobby. Je pense que M. Chevassus, depuis le début, et quand il a commencé par présider cette commission, a toujours dit qu'il était favorable aux OGM. Je pense qu'aujourd'hui, après le contrôle qui avait été fait par la direction des fraudes il y a un mois, qui montrait que les semences que les agriculteurs semaient étaient déjà polluées, eh bien aujourd'hui, c'est la deuxième étape. On nous dit, eh bien, puisque les OGM sont déjà dans les semences, on n'y peut rien, il faut faire avec. Mais José Bové, finalement, vous allez remettre en cause tout rapport scientifique favorable aux OGM avec toujours ce même argument de l'alignement sur les positions du lobby. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que la Confédération paysanne a toujours dit très clairement qu'elle était pour une recherche sur le vivant, mais pas pour la mise en application de techniques dont on ne connaît absolument rien. On ne connaît rien sur l'environnement, on ne connaît rien sur les effets sur la santé animale et encore moins sur la santé humaine. Donc aujourd'hui, mettre en avant ce type de recherche, ce bricolage technologique, c'est véritablement mettre la charrue avant les bœufs. Et comme l'a déjà dit le reportage, ni les agriculteurs ni les consommateurs ne veulent d'OGM. Donc pourquoi veut-on aujourd'hui mettre
mettre en place ces OGM, si ce n'est pour que les firmes multinationales, grâce aux brevets sur le vivant, puissent vendre leurs semences en confisquant les semences aux paysans. Oui, on n'est pas obligé non plus de prendre toujours les décisions en fonction de l'opinion publique. Cela dit, est-ce qu'il n'y a pas des premiers résultats? Est-ce qu'en tout cas, on n'a pas montré jusqu'à présent qu'il n'y avait pas de dommages causés par les OGM, à défaut d'avoir prouvé leur innocuité? Écoutez, il y a un certain nombre de rapports qui sont apparus aux États-Unis montrant qu'il y avait un risque au niveau des animaux. Aucun travaux sérieux n'a encore abouti sur la santé humaine. Par contre, nous savons très bien qu'au niveau de l'environnement, il y a des risques de pollinisation croisée, donc de pollution génétique. Et ce qui est grave dans cette affaire, c'est que si un accident génétique arrive, eh bien, aucune compagnie d'assurance aujourd'hui ne veut assurer ce risque par rapport aux entreprises semencières. Donc, qui payera l'addition? Aujourd'hui, le rapport ne le dit pas. Très vite, José Bové, vous allez continuer vos opérations commando? Eh bien écoutez, jusqu'à la fin de la période végétative du maïs, des actions certainement vont continuer. Ce que nous espérons maintenant, c'est entamer un débat avec les pouvoirs publics pour qu'en 2002, il n'y ait pas d'essai en plein champ. Et en tout cas, nous avons commencé des rencontres très sérieuses avec l'INRA pour une réorientation de la recherche. Merci d'avoir répondu à nos questions. Du sport, football et ses nouveaux remous à l'Olympique de Marseille, le directeur financier et administratif Pierre Dubiton a été remercié il y a quelques heures. Pierre Dubiton était, on le sait, en conflit ouvert avec Bernard Tapie depuis plusieurs mois et il est furieux. Sur place, Michael Darmon, Benoît Jourdain. 16h30 au siège de l'Olympique de Marseille. Pierre Dubiton travaille avec Jean-Pierre Klein, l'homme de confiance de Robert Louis Dreyfus. Il vient de prendre connaissance d'une dépêche qui annonce officieusement son limogeage. Immédiatement, Dubiton y voit la main de son ennemi, Bernard Tapie. Si tel était le cas, et avec cette méthode, je vous demanderai, je vous inviterai. Et puis je peux vous dire que document à l'appui, je vous ferai quelques démonstrations. Voilà. Moi je sais depuis le mois de juin que l'escroc complote. Que l'escroc complote. Et puis s'il veut diffamer, on ira devant les tribunaux, je montrerai les dossiers. On va voir si je diffame à tort. On assiste alors à un psychodrame dont seul l'OM a le secret. Vous avez M. Dreyfus ou... Non, il est en Suisse en réunion. Voilà, 19h, Pierre Dubiton n'a toujours pas de nouvelles sur son sort. Peut-être demain, une nouvelle crise commence à l'OM. Football encore, pour vous rappeler les victoires de Lyon et de Lille en Ligue des Champions hier soir. En Coupe de l'UEFA, la situation n'est toujours pas claire pour le Paris Saint-Germain. Rappelons que l'éclairage du stade de Bucarest est tombé en panne à quelques secondes de la fin des prolongations. Le PSG menait alors 1-0. L'UEFA doit décider demain si le match doit être rejoué ou si ce résultat peut être homologué. Et puis un mot de basket avec le retour du héros. C'est officiel, à 38 ans, Michael Jordan revient en NBA, la première division américaine. Le joueur le mieux payé du monde officiera désormais au Washington Wizards. Théâtre, pour terminer, Piccoli joue Guitry. C'est une des surprises de cette rentrée. L'acteur interprète La Jalousie avec Anne Brochet, entre autres, Sophie Jouve, Bernard Puissesson. 8 heures. Sacré nom de Dieu. Il est curieux tout de même que je ne puisse pas arriver à me trouver une excuse pour justifier mon retard. Coupable d'avoir trompé sa femme, voilà un homme qui en arrive à la soupçonner en retour. Car sa femme est belle, elle rentre plus tard que lui, c'est suffisant pour la croire infidèle. Alors, je vais te dire, heure par heure, minute par minute, tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me demande si c'est pas plus fatigant la rigueur nécessaire pour jouer Guitry que la rigueur nécessaire pour jouer Shakespeare. Il me semble qu'on a sonné. Oui, ça doit être mon frère. Madame Blondet. Ma femme. Guitry nous offre une plongée vertigineuse dans les tourments de la jalousie, une maladie dont il se moque avec férocité. Ah non, je ne peux pas vivre comme ça, c'est impossible. On rit et on partage les sentiments d'un Piccoli profondément sincère. Je suis jaloux. Si tu n'es pas jalouse, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Oui. Pauvre jaloux qui a besoin d'un suspect pour apaiser son obsession. Ce sera l'ami romancier, bien entendu le dernier, à apprendre qu'il est le coupable. Vous me comprenez? Oui. Ah mais quel imbécile, et pourquoi? C'est du théâtre qui a besoin d'un pong. C'est-à-dire qu'on lance quelque chose, mais si ça ne revient pas, c'est terrible. Donc on continue. C'est vrai que la réaction du public nous a fait un effet miroir.
On s'est dit, ah bon, c'est ça qu'on raconte? Ah, ça marche comme ça alors. 1 et 1 font forcément 3 chez Guitry. Grâce à la malice et à l'élégance de ce trio d'acteurs, on découvre une autre facette plus profonde de cet incorrigible auteur. N'est-ce pas, c'est sa faute à lui tout ça. Voilà, retour à Toulouse juste avant de refermer ce journal. Toulouse où vient de s'achever une cérémonie d'1h30, 3500 personnes réunies en hommage aux victimes de l'explosion. De vieux Toulousains, nous devons être là, à ces circonstances. Par affection pour ceux qui sont décédés, c'est tellement triste. Voilà, et Monseigneur Marcus qui distribuait des fleurs. Je vous rappelle que Jacques Chirac et Lionel Jospin assistaient bien sûr à cette cérémonie. L'autre titre de ce journal, je vous le rappelle, le défi des talibans à l'Amérique. À Kaboul, des milliers de manifestants ont mis le feu aux abords de l'ex-ambassade des États-Unis, vide depuis plusieurs années. Auparavant, George Bush avait lancé un appel aux habitants de l'Afghanistan contre Ben Laden et contre les talibans. À suivre la météo, Isabelle Martinet, l'info sur France 2, minuit 45, l'édition de la nuit, Jean-Claude Renaud, 6h30 Télématin, avec Philippe Douste-Blazy, invité des 4 vérités à 7h40, 13h Daniel Bilalian, à demain.